Analyse de la carte principale de l'UFC 304 sous l'angle des cotes de Paris. C'est maintenant. 5 très belles affiches à décortiquer et on s'y met juste après l'intro avec Brian. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Arnold Allen aura très faim. Invaincu en 10 combats à l'UFC, il vient d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Holloway et Evloev. Face à lui, Giga Chikadze, qui a pris son temps après la tempête contre Qatar et qui est revenu dans le vert face à Caceres en août dernier. Le contender numéro 6 contre le contender numéro 10 des featherweight ouvrira notre carte principale. Brian, je propose qu'on commence par Giga Chikadze. Je pense pas qu'on l'ait analysé une fois sur Fight Minds, contrairement à Arnold Allen. Ancien kickboxer du Glory, possède un palmarès de 15 victoires, 3 défaites en MMA, 8-1 à l'UFC, avec 9 victoires au total par KO. Comment est-ce que tu le décrirais? Je pense que je décrirais comme un striker. Je pense tout simplement. Ouais, c'est un bon striker, un bon kicker surtout. Hein. Ouais, c'est Donc, ça. il vient du Glory, mais à la différence de Cédric Doumbé, c'est vraiment plutôt ses jambes dont il faut se méfier, alors que Cédric plutôt ses poings, tu vois. Mhm. Donc, une de ses particularités, je pense, c'est qu'il aime bien se placer en garde ouverte. Donc, il va vraiment, c'est assez logique. Ça lui permet d'avoir beaucoup plus de puissance pour ses kicks arrière. Donc, face à un droitier, il va aimer se placer en gaucher. Face à un gaucher, il va rester en droitier. Et je trouve que, alors, bien évidemment, hein, il sera moins fort en lutte et en grappling. Mais il a un système de défense, enfin, un système défensif de lutte qui lui a permis quand même d'obtenir de belles victoires à l'UFC. Quand il a été sélectionné, c'était par les Dana White Contenders. Il perd ce combat-là, si Il je me dis semble, pas de bêtises. Mais détrompez-vous, il menait bien le combat. Il a montré des belles choses debout pour bien défendre la lutte. Mais il se fait surprendre sur le 3e, tu vois. Mhm. Et sur ce combat, on voit aussi qu'il a quand même bossé son sol. Ça se sent que c'est pas... Oui, il est pas venu en MMA les mains dans les poches en Non. se disant je vais juste striker et puis Non, on va me donner non. que des strikers. Voilà, on sent qu'il a une base de jiu-jitsu sur le dos qui ne sera pas suffisante, je pense clairement, pour inquiéter qui que ce soit en featherweight, mais qui est quand même présente. Oui, c'est ça, c'est plus un outil qu'il va utiliser comme survie, pas comme menace. Oh, ouais, voilà. Alors, la menace, tu vois, il va menacer des soumissions depuis son dos, des triangles, des omoplatas. Mais de là à soumettre, je ne pense pas. Mais effectivement, ça crée cette menace-là du mouvement et ça lui permet de se relever, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exploité pour d'autres objectifs que rester au sol et tenter réellement la soumission. Je pense que le dernier point qu'on peut dire, surtout suite à son combat contre Calvin Kattar, c'est qu'il a un bon menton et il est plutôt résistant. Alors, de l'autre côté, on a Arnold Allen, rentré à l'UFC avec un palmarès de 9 victoires pour une seule défaite. Il est aujourd'hui à 19 victoires pour 3 défaites. Donc, il a 7 victoires par KO, 4 par soumission et 8 à la décision. Il a un peu le style anglais que toi et moi on aime bien, très technique et très complet, qui a été peaufiné clairement par l'école Firas Zahabi. Tu penses que c'est une bonne manière de commencer sa description? Ouais, je pense quand même qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un style plus canadien, tu vois, plus Firas Zahabi. Ouais, mais tu sens, enfin, je sais pas, j'ai l'impression bien. qu'on sent quand même le background du gars qui a été produit en Angleterre. Ouais. Bah, c'est un combattant complet, mais je trouve que maintenant, aujourd'hui,
quelqu'un qui arrive, se tape sur ses appuis, qui se planque, enfin, qui passe très très bien derrière son jab. Jab, ouais. Et tu vois, si tu switches un petit peu Arnold Allen avec Rory McDonald, moi je les trouve assez similaires sur le style, tu vois. C'est vrai. La manière dont ils envoient le jab avec un bras bien tendu, bien droit. Ouais, La posture un peu vers l'avant. Voilà. La volonté de travailler en pression lente. Ouais, d'être très complet, d'avoir une bonne lutte, de faire des très belles choses. Au sol, c'est efficace. Le grand hand-pound, le travail pour le contrôle. Mais de la même manière, ouais, comme Rory McDonald, il leur manquait un tout petit truc en plus, tu vois, pour pouvoir gravir, pour pouvoir arriver au sommet. Ouais, pour vraiment prendre la ceinture, quoi, parce que ça s'est joué à peu, on va dire, pour Rory McDonald, et Arnold Allen est arrivé au combat qui l'amenait jusqu'au titre. Ouais, voilà. Donc on sent que c'est une école qui a un petit plafond de verre, peut-être parce que notamment ils sont très versatiles. Et à un moment, ça devient compliqué, tu vois. Quand tu arrives sur les dernières marches, d'être trop versatile, c'est épuisant. C'est marrant parce que on a tendance à dire que il est très fort partout, il est capable de gagner pas contre n'importe qui, mais il est capable de gagner que ce soit avec son pied-point ou avec sa lutte grappling. Mais contre Max Holloway, il a fait face à quelqu'un qui était meilleur que lui debout, qu'il n'a pas réussi à mettre au sol. Et face à Evloev, il a fait face à quelqu'un qui était meilleur que lui au sol et qu'il n'a pas réussi. C'est pas joué à grand chose, certes, mais voilà, il n'a pas réussi à faire à être assez impactant debout que pour prendre cette décision. Ouais, tout à fait. Et il aurait pris cette décision en octobre prochain, tu vois. En novembre. En novembre prochain, non, il aurait gagné sûrement par KO, tu vois. Ouais, c'est ça. Si le combat avait lieu le 2 novembre ou plus tard, c'était une victoire par KO sur genou contre un Evloev en tripod. Quadripode, on dit, ou chien tête en bas. C'est quoi le mot pour... Non, chien tête en bas, c'est en yoga, ça. Oui, c'est en yoga, mais enfin, tu vois, je sais que dans ma vidéo, j'ai utilisé ça parce que c'est ça qui m'est venu en tête, mais quand elle est 2 pieds au sol et les 2 mains au sol. Bah, on appelle ça un quadpod, tu vois. Ouais. Mais chien tête en bas, j'aime bien, moi. On dit tripode, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire aussi, tu pars du principe que tu as les 2 mains qui font un troisième point d'appui, tu vois. Ouais. Ouais. Mais sinon, c'est quadpod. Hein. En France, on dit quadrupédie aussi. Waouh! La leçon de vocabulaire. Après ça, en parlant de canadien, je pense que ça vient du Canada, ça, tu vois. Ah, d'accord. Je sais pas comment on dit quand on est sur 3 appuis. Tridupédie. On se perd après avoir tenté un cours de géographie où on s'est planté parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui a commenté que la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie. Cours de géométrie. Voilà, géométrie. L'anglais, mince, attends, parce qu'il y a des codes qui ont bougé entre la prise de notes hier. Mince, ça a bougé évidemment. Donc attends. Arnold Allen est à 1,39, Giga Chikadze est maintenant à 2,77. Ouais. Hier c'était 1,36, donc ça s'est très légèrement resserré. Ça nous fait un 70-30 sur papier. Pour moi, ici, c'est un dog or pass. Je sais pas ce que tu en penses, mais 70-30 pour Allen, ça veut dire qu'il considère soit que Allen va réussir vraiment à le lutter et à le grappler, soit à faire une cathare en le mettant sous pression et en gagnant à la guerre contre Giga Chikadze. Non, bah, je pense qu'il faut avoir en tête quand même que Giga Chikadze, il a eu peu d'opposition, il a peu combattu ces dernières années. Et je pense qu'il semble montrer aussi que c'est pas le gars qui en veut non plus, tu vois. Ouais. Et il est âgé aussi. Je pense qu'il se fait âgé, non? Ouais, 36. Ah non, je pensais plus. Bah, surtout qu'il combat depuis... ouais, non, ça va. Il y a beaucoup de combats, ouais, donc... Moi, je vois Arnold Allen favori, mais je vois quand même une complexité dans la stratégie. Tu vois, s'il n'arrive pas à l'amener au sol. Ah, mais pourquoi veux-tu qu'il l'amène au sol s'il le bloque à la cage? Oui, c'est tu vrai. vois, c'est tu vois, Rory McDonald, il n'avait pas forcément à mettre au sol. Hein, il mettait à la cage, il pouvait boxer, il pouvait mettre des coudes et puis trouver une ouverture. Ouais. Moi, je le vois se planquer derrière son jab, être extrêmement prudent, toucher, casser cette distance parce que ses kicks sont
Ils sont vraiment forts, hein, les kicks de Giga Chikadze, tu vois. Ils Ouais. sont vraiment, vraiment forts. Quand tu vois de la manière dont il touche, euh, faut quand même imaginer que ça doit être quasi invisible. Ça doit partir à une vitesse, une puissance. Il faut vraiment s'en méfier comme de la Ouais, pète. et puis t'arrives pas à anticiper si ça va à ton corps ou à ta tête. Il est très fort pour masquer le Ah niveau ouais, auquel ça part. ouais. Donc ouais, moi c'est ça le truc, c'est parce que tu vois Arnold Allen, il a aussi eu du mal contre c'est quoi Sodiq Youssouf en pied-point et il gagne parce qu'il accélère sur. Alors ça on en a pas parlé, mais Arnold Allen c'est probablement le numéro 2 des fins de round. Tu vois, t'as Max Holloway en numéro 1 et sur la fin de round, Arnold Allen il est extraordinaire. Le nombre de combats qu'il gagne sur la dernière seconde à la Nomer où il était mal embarqué. Mezza, il aurait dû le mettre KO et finalement c'est allé à la décision, mais pour moi il y a un KO à la toute dernière seconde du combat et il y a des highlights sur chaque fois où il accélère dans les 10 secondes, 10 dernières secondes du round, donc ça on doit le notifier aussi, mais il gagne des combats aussi de temps en temps grâce à ces 10 dernières secondes quoi, et donc ouais, je comprends qu'il soit favori, moi à ce point-là c'est Mm. à ce point-là, je trouve ça exagéré. Donc moi, je me positionne pas sur ce combat parce que j'ai pas assez confiance en Giga Chikadze. Moi, je pense que je me positionnerai sur Allen quand même, hein. Ah ok. À Ouais, 1,36. Ah attends, 1,39 maintenant. 1,39. 1,39. Ouais, je le vois. Je pense. Je dois encore y réfléchir, mais je pense qu'en 3 rounds, euh, je le vois être capable de s'imposer. Surtout qu'il y a des choses qui me semblent, enfin, qu'on verra sûrement beaucoup plus pendant le combat, mais je pense quand même que c'est pas du tout les mêmes physiques. Je pense que Giga Chikadze, il vient du Glory, c'est pas une discipline où on cut énormément, alors que Allen, par contre, c'est un gros cutter, c'est un gros 66 kilos, et je pense que ça va jouer énormément. En tout cas, stratégiquement, s'il veut, ouais, je le vois gagner facilement. J'ai presque envie de dire facilement, mais à la décision, en y allant au physique, en lutte à la cage, dans une dimension que Giga Chikadze connaît peut-être beaucoup moins, Ouais. en frappant, peut-être en trouvant une ouverture après pour mettre au sol. Mais ouais, un combat qui risque de pas être très passionnant. Mais c'est ce qu'il avait fait pour Allen, hein, pour Arnold Allen, c'est ce qu'il avait fait à l'époque. Euh, C'était contre Gaetano Pirello, contre le Belge Oui, Gaetano Pirello, ils se sont ouais, affrontés. en Jordanie. Et, Arnold Allen Ouais, et avait. c'était quand même à base de 18, hein, ce combat, je crois que c'est 30-25 la décision. Peut-être, mais c'est pas ça mon propos en fait. Avait dit en interview que il avait vu, enfin pour moi il y avait une véritable différence de niveau entre les deux, mais il avait vu que Gaetano Pirello avait gagné des combats par KO, qu'il était dangereux, qu'il était puissant, et il avait juste bloqué à la cage et Ok. fait du grind et bloqué, et frappé, et bloqué. Il n'avait pas fait une masterclass dans tous les domaines. Donc il l'a dit en interview, je savais qu'il y avait un danger debout, qu'il était puissant, qu'il pouvait, enfin voilà, que je pouvais me faire connecter. Je voulais montrer que j'étais bon en lutte, que j'étais capable de gagner. Tu vois? Donc c'était il y a déjà des années. Donc je me dis que ça va être la même chose. Il va arriver, il va se dire, ce gars-là est dangereux, je vais pas jouer avec lui. Debout, il y a un risque que je me fasse connecter, je vais aller le bloquer. Donc voilà. Donc moi je partirais vraiment sur Arnold Allen, mais effectivement, je vois un Giga Chikadze trouver une ouverture avec ses kicks, parce qu'il en trouve quasi toujours, hein. Ouais. Mais de là à mettre KO, j'y crois un peu moins. Ouais, c'est vrai qu'il faut y aller aussi pour mettre Allen KO. On a vu qu'il était capable de tenir la distance et donc ouais, ça. Je vais peut-être me laisser tenter. Tiens, elle est à combien la cote de la décision dans ce combat? 1,50. Je vais réfléchir. Peut-être le combat va à la décision, ça pourrait me tenter. Ok, je vais faire un petit abdo, ça va faire travailler, c'est bien. Pour le chapitrage, hein. Je fais ça pour vous les gars. J'ai hésité moi à la décision, mais imagine, il est 30. Ouais, voilà, il faut faire des choix. Tout est toujours possible. Il faut choisir. Il faut chaque fois se poser la question de est-ce que la cote reflète la probabilité, oui ou non, et est-ce que c'est avantageux comme cote, quoi. Moi, je trouve qu'elle reflète fort, hein. Ouais. Voilà.
Bon, bah, abonnez-vous et commentez la vidéo pour donner un peu de référencement. Là, on a le deuxième combat de la carte et pour moi, c'est ce qu'on appelle en anglais le sleeper de la soirée. Sleeper, c'est le terme qui est utilisé pour le combat dont personne ne parle mais qui pourrait s'avérer être le fight of the night. On a Monsieur Highlight, Christian Leroy Duncan, l'ancien champion du Cage Warriors qui nous offre que des finishes de malade mental. Et il sera opposé à celui qu'on surnomme Robocop, Grégory Rodriguez. On est vraiment aux portes du top 15 de la division. Je propose qu'on commence par CLD. Là, il a 10 victoires, 1 défaite dans sa carrière, 8 victoires par KO, 1 par soumission. Il a été formé au Cage Warriors depuis son premier combat avant d'arriver à l'UFC. Et au haut niveau du Cage Warriors, parce que si je dis pas de bêtises, c'était à son 5e combat qu'il affrontait le français Jatim Melan pour la ceinture. Créatif, opportuniste, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur lui? Large arsenal technique et malgré des techniques qui sortent de l'ordinaire, il reste efficace, je trouve. Ouais, il sait quand les sortir. C'est ce que j'allais te dire, c'est que malgré des techniques qui sont assez spectaculaires, il reste, je vais pas dire basique, tu vois, mais voilà, je sais pas, concentré, tu vois, c'est-à-dire il va faire un jeu bien posé, assez classique, et de temps en temps, il va y avoir des spéciaux comme ça qui vont sortir, et puis qui font mouche aussi, qui surprennent. Et c'est pour ça que ça surprend d'ailleurs, c'est quand tu fais face à quelqu'un qui a un jeu très simple, beaucoup de jab, beaucoup de low kick, le bras arrière, et puis en un coup, il y a quelque chose de spécial qui sort, ça te surprend. Alors que si tu as quelqu'un qui vient contre toi et qui fait que des genoux sautés, des coups de coude retournés, des spinning wheel kicks, voilà. Tu arrives très vite à le lire, quoi. Il arrive à construire ses techniques spéciales via des techniques plus classiques, on va dire ça comme ça. Voilà. Non, clairement. Et je pense que c'est un gars qui est quand même bien à l'aise dans la cage, notamment ce qui lui permet de faire ça. Ouais. Moi, et assez difficile à mettre au sol? Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais, hein. C'est un solide. Dans sa catégorie, je pense qu'il est assez costaud quand même. Pas autant, je pense, que son adversaire, mais ça reste quand même un beau middleweight, tu vois. Ouais. Ah bah justement, Grégory Rodriguez, clairement connu pour sa ténacité. Il affiche un palmarès de 15 victoires pour 5 défaites en carrière professionnelle, avec 6-2 à l'UFC. 9 victoires par KO, 4 victoires par soumission. Et lui, je dirais, voilà, il vient pour combattre. Le fight IQ n'est pas spécialement au rendez-vous. On le critique souvent d'oublier que c'est une grosse black belt sous Enrique Machado. Je pense que ça, ses fans lui reprochent de pas assez lutter. Pourtant, quand tu regardes statistiquement, je trouve que ça va, tu vois, il obtient ses takedowns, etc., mais peut-être pas assez au goût de ses fans. Ouais, bah après, il a beaucoup de victoires par finish, hein, debout, peut-être que c'est simple. Je crois qu'il fait partie de la catégorie des grappleurs tombés amoureux de sa capacité à mettre des finishes debout, tu vois. Il y en a beaucoup, hein, historiquement. Oui, puis après, il faut pas oublier, hein, comme l'explique Justin Gaethje, c'est que c'est quand même très énergivore d'être au sol. Et puis bah ça peut être risqué aussi, ça demande beaucoup d'énergie si tu te fais renverser à un moment donné, que tu te retrouves en dessous. L'effort que ça demande de se relever, des fois, alors que si tu es au-dessus, bah, tu gagnes ton round, tu vois, même si tu as envoyé 3 coups tout pourris. C'est vrai. Donc, ouais, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Effectivement, je pense qu'il est un peu à tomber amoureux de la boxe, comme beaucoup parmi nous. Et puis bah, il y a aussi un choix un peu stratégique qui est, si je sens que je peux mener, si je sens que je peux gagner debout, bah, je continue ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est fort probable. De toute façon, jusqu'à preuve du contraire, il nous fait une belle carrière à l'UFC. Hein. 6-2, c'est pas du tout mauvais. Il est clairement aux portes du top 15. Et c'est un profil qui, à mon avis, quand l'UFC t'appelle et te dit Grégory Rodriguez, t'es un peu là, je savais pas tomber sur le gars juste devant lui ou juste derrière lui, tu vois. Ouais. Pour l'instant, c'est le combat compliqué qui te fait pas gravir blindé des échelons, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé sa prestation contre Brad Tavares, tu vois. Ouais. Et physiquement, il paraissait énorme. Il est monstrueux. Je pense que c'est un des rares. Il a tourné avec Alex Pereira.
Ouais. Et je pense que c'est genre un des rares qui paraît pas petit par rapport à Alex Pereira, alors que mais maintenant ils sont plus dans la même division. Ah ouais, il est énorme. Et pour nos auditeurs, il n'a que 32 ans. Je dis ça parce qu'il paraît beaucoup plus, tu vois. C'est vrai que son visage fait un peu plus mature pour Ouais, dire ça gentiment. c'est la calvitie et puis le soleil qui fait vieillir un peu la peau, c'est pour ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Il s'entraîne où? Ah, ça doit être Euh, Brésil. Bah, normalement, il s'entraîne. Enfin, ouais, il est. Non, Floride. Ah, bah, il y a du soleil Black ici. House. Ça existe encore, ça? Oh non, c'est pas à jour. C'est pas à Black jour. House, c'est ce qui s'est transformé. Enfin, c'est tout le truc. Ah non, attends. Je suis en train de Si, Je suis en si, train c'est de ça. confondre Black House avec Black Zillions, Ouais, t'as raison. Stanford, etc. Ou... Non, c'est Ouais, t'as ça. raison. T'as raison. Tu confonds. Ah, j'ai raison parce que je confonds. Ok. Je pense. J'en sais Non, rien. Vous Black allez me House, dire en c'était... commentaire. Ouais, Black House, c'était plus là où il y avait Anderson Silva, Lyoto Machida. Je sais plus. Hmm. En La Floride. mémoire porte défaut. En tout cas, CLD Il est à est à... Kill Cliff maintenant. Ah, il est à Killcliff maintenant. Mais donc, c'est peut-être ça. Hmm. Killcliff est peut-être passé par ce nom Black House. Ouais. Ils ont eu C'était tellement de peut-être, noms. c'était Black peut-être la Zillion, Black House et à l'intérieur, il y avait la Team Pro qui était les Black Zillions, tu vois. c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça l'idée. Sur ce combat, moi, je t'avoue que je, j'ai du mal à me positionner. C'est dommage qu'il n'y a pas une cote Sera Fight of the Night parce que là, tu vois, j'aurais peut-être mis ma petite unité là, comme je dis, c'est le sleeper selon moi. CLD est à 1,66, Rodriguez à 2,1. On est donc sur un 55-45 à l'avantage du local. Et ça reflète assez bien le combat. Ouais, Euh, moi, je t'avoue que j'aurais vu dans l'autre sens, hein. ouais. Moi, je pense que d'un point de vue compétence, ça se vaut. Mais Euh, l'expérience, c'est pas la même, hein. voilà, l'expérience va du côté de Rodriguez, mais le fight IQ va du côté de CLD. Ouais. Moi, enfin, pour moi un vrai 50-50, mais voir avec un léger avantage Grégory Rodriguez. Est-ce que ça va être le fight of the night? Ça, j'en suis moins sûr, parce que sur des combats comme ça qui promettent un petit peu, je pense que Leroy Duncan, il va respecter Grégory Rodriguez, tu vois. Ouais. Et Grégory Rodriguez, ouais, il va peut-être plus rentrer, ouais, peut-être. Ouais, je pense que voilà, Rodriguez lui réfléchit un tout petit peu moins et CLD, on l'a déjà vu un peu attentiste dans certains combats. Quand il respecte vraiment son adversaire, c'est là où il est un peu plus sur la retenue et il n'a pas un style qui fonctionne dans la retenue. Hum, hum, hum. Je sais pas. Et je pense qu'ils ont eu des belles victoires dernièrement, mais contre des gars qui n'avaient pas du tout leur niveau, tu vois. Ils Ouais, devaient être large Grégory Rodriguez, favoris. pour moi, il y a une vraie progression là sur son dernier combat. Ouais, les deux étaient enfin bien favoris. Et euh, contre Brad Tavares, c'était à combien? Ouais, favori. Rodriguez, pour toi, il a une grosse progression. Ouais, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans son dernier combat. Hmm. Et avant, je le trouvais vraiment bon, mais l'absence totale de stratégie le rendait un peu moins bon juste à cause de ça. Ouais, je suis Tu sais, d'accord. ces combattants qui reposent uniquement sur leurs compétences, Hmm. bah, ça reste des dangers pour tous, mais ta limite, c'est le top 15. Ouais, Donc bien ici, sûr. pour moi, s'il veut rentrer dans le top 15, il doit commencer à un peu approcher ça avec Hmm. plus de Mais réflexion. comme je te le disais, leurs deux victoires juste précédentes, où c'est des finishes, ils étaient bien favoris et c'était un combat qui était beaucoup moins euh, équitable. Ouais. Et Donc là, ils sont quand... tous les deux bien relancés et maintenant, il y a vraiment un matching qui est Ouais. pour les croiser, quoi. C'est vraiment, ok, celui qui gagne, Mm, mm, bienvenue mm. dans le top 15, celui qui perd, ben, on va t'utiliser et tu vas avoir un palmarès en dents de scie. C'est clair. Donc on va voir, pour moi, on aura soit deux scénarios possibles, soit les gars vont rester un petit peu à distance, ils vont se méfier, ils savent que ça va être un combat qui va être serré, qui va être compliqué, et ça risque d'être pas terrible, ou soit ils vont se rentrer dedans, mais j'ai un peu de mal. On peut peut-être compter sur Rodriguez pour chercher un finish et Mhm. mettre vraiment de l'activité dans le combat, mais j'y crois moins vis-à-vis de Leroy Duncan.
Ouais, je pense que c'est ça. Duncan, je crois qu'il veut pas aller à la guerre, même si je pense qu'il peut surprendre dans un échange. Ah ouais, bien sûr. Hein. Mais justement, ça met un peu de l'intrigue sur ce combat. Moi, j'ai Mhm. très très hâte de le voir et j'espère quand même qu'on se positionne du côté du combat qui va plaire aussi Bah, à bien ceux qui sûr, mettent la bien sûr. casquette fan de violence, quoi. On a analysé les 3 derniers combats dans le détail sur la chaîne. Donc, si vous voulez voir des analyses techniques plus poussées, vous cherchez sur la chaîne. Hein, les 3 vidéos ont été faites dans les 7 derniers jours, peut-être 10 derniers jours. Euh, Paddy Pimblett, on va commencer par lui. Alors, j'avais écrit hier, il n'est plus underdog parce qu'on était passé sur un pur 50-50. On était à 1,85, 1,85. Mais on est de nouveau sur un Paddy Pimblett qui est léger underdog. Il est passé à 1,90, je vois, et Bobby Green à 1,80. Mhm. Est-ce que du coup ça te tente de te positionner? Puisque toi, c'est ce que tu avais dit. Hein. Dans l'analyse, ça avait dit c'est un 50-50. Euh, Ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Donc, est-ce que voilà, tu t'es laissé tenter par quelque chose? En plus, il y a les codes précises qui sont sortis cette nuit pour ce combat. Ouais, bah écoute, moi la cote du vainqueur m'intéresse pas trop. Par Mhm. contre, je suis parti regarder dans ce qui se proposait et même si hein, ceux qui ont vu l'analyse, vous savez que j'espère une victoire de Green parce que voilà pour son histoire, j'aime bien le personnage, j'aimerais bien le voir un peu plus briller. Je vais mettre un peu sur les dogs et je vais mettre Pimblett par soumission à 4,50 je crois. Ah, pas mal, pas mal. Mm, mm, mm. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi, vraiment, j'ai voulu m'arracher les cheveux là. Le truc, c'est que Paddy, il a quand même un peu ce hit factor, tu vois, il a ce truc qu'on ne sait pas expliquer, qui lui permet d'avoir une belle carrière. Mais je trouve que Green est juste plus compétent debout. Il est difficile à amener au sol. Il est durable, il a un très très bon cardio. Euh, je pense qu'il va venir en mode clinch et sol, c'est de la lave. Et donc je pense qu'il va faire le taf. Donc je pense mettre au moins une unité sur Bobby Green Sur ici. ouais. Ouais. Ouais, si je le fais pas et qu'il gagne, je vais beaucoup plus regretter que si je mets mon unité et qu'il perd. Hmm. Donc, Moi, je t'avoue ouais. que, en fait, le truc, c'est même pas tant la capacité à mettre au sol, hein. Parce qu'effectivement, si le jeu de Paddy Pimblett, c'était jiu-jitsu brésilien pur, mettre au sol, passer la garde, prendre la montre, prendre le dos, étrangler, je parierais pas là-dessus, tu vois. Mais je pars du principe que, bah, comme il est opportuniste, je pense qu'il y aura dans le combat à un moment donné une opportunité qui va se présenter, tu vois. Ouais, même debout, Même genre il peut debout, ouais. prendre le dos en sac à Mm, dos mm, et mm. travailler à partir de là. Et il Mhm. a toujours, je crois que dans tous ses combats, il a réussi à finir dans le dos ou dans une position où une soumission était possible. Et donc voilà. Donc moi, c'est vraiment un dog, hein. Je vais mettre 0,5 à 5,50 elle est d'ailleurs. Pas Ipim. À 5,50, waouh. Pour la Ah, soumission. c'est une belle cote, bien, bien trouvé. Ouais, je Bien trouve, hein. trouvé. Je prends Ouais. pas prends pas trop de risques et c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir, comme je vous l'ai déjà dit. Mais bon, Ouais. quitte à prendre un peu de risque, voilà, c'est là-dessus que je me positionne. Ouais. Après, moi, il y a aussi un petit élément qui m'a fait pencher, c'est ouais, on sait jamais si on peut prendre ça, si on doit prendre ça avec des pincettes ou non, mais Paddy dit Ouais. que ses coachs ont voulu l'enlever du combat à 4-5 semaines pour grave dépression. Mm. Je pense pas qu'il est du genre à mentir là-dessus. Hein. Il avait déjà fait une très belle interview après combat là-dessus, hein, en disant aux hommes bah, de parler plutôt que se suicider, parce qu'un de ses amis s'était Mm. suicidé par dépression et parce qu'il ose. Enfin, j'imagine que la porte de sortie du suicide était plus envisageable pour cette personne-là que de parler en tant qu'homme à quelqu'un d'autre. Mm. Donc je crois pas qu'il mente là-dessus et s'il a vraiment fait une grave dépression, sa préparation à ce moment-là n'a pas été optimale du tout. Ouais, bah écoute, ça pourrait s'entendre comme ça, mais après, quand tu vois le physique qu'il affiche, C'est vrai. arriver avec un physique comme ça, je suis désolé les amis, mais ça veut dire qu'il était en sèche, en prépa, et je ne pense pas qu'il mente. Je pense qu'effectivement, il y a eu des difficultés, mais je pense qu'il a continué à se préparer. Et ouais, si effectivement son physique était un peu dégueu, je pourrais te rejoindre. Mais là, je crois que ça va Maintenant, pas le ça va faire. peut-être aider parce que tu sais, les vraies dépressions, pas les déprimes, les vraies dépressions, tu vas d'un côté ou de l'autre. Soit tu manges blindé, soit Ouais, tu mais tu manges perds, rien du tout, quoi. ouais, mais dans ce cas-là, tu perds du muscle, tu vois.
C'est vrai. Là, C'est vrai, c'est vrai. musculairement, il a perdu que du gras. Donc, Ah, il y a peut-être ce truc aussi de quand il est sorti, il a eu un élan de motivation de dingue depuis 4 semaines. ouais, mais Quoi. imaginons que tu sois à Mais 85 bon, ouais. kilos, tu vois, ou 80 kilos. Tu fais une dépression et tu t'entraînes plus pendant 2-3 semaines. On va dire, je crois, c'est à partir de 2 semaines que tu as une perte de musculaire, tu vois. Donc, tu as un Ouais. affaissement. Tu reconstruis pas du muscle ensuite, en 2 semaines de prépa. Ouais, Donc, c'est tu es vrai. obligé d'être que sur le muscle qu'il te reste. Donc, je pense qu'effectivement, tu peux avoir une dépression. Je pense que par contre, il est resté à s'entraîner, un petit peu comme un sas. De... Et puis voilà, hein, quand t'es combattant pro, tu vas faire les choses. Tu peux être dépressif, tu fais les choses, tu t'entraînes. Tu peux après repartir et retomber un petit peu dans les problèmes. Mais je pense qu'il s'est préparé, hein. Ouais. Après, moi, ma connaissance là-dedans est trop limitée. Enfin, voilà, j'ai 2 proches qui sont ou ont été en grave dépression et eux, leur système, c'est plus rien faire du tout. Ouais. Plus vouloir bouger, plus vouloir voir personne, plus vouloir rien faire, même pas Mm, manger, mm, même pas se préparer à manger. mm. Ouais. J'imagine que Paddy a pas été comme ça. Je pense pas, non, Ouais. non, parce que grave dépression, ça a des conséquences. Enfin, ça a des conséquences. Ça modifie un petit peu aussi ton cerveau, tu vois. Ouais. Ça se fait sur du très long terme. C'est extrêmement difficile d'en sortir. Donc, tu peux avoir Ouais. des phases dépressives. Je pense qu'il a plutôt eu ça, tu vois. Une phase Ouais. dépressive et à surveiller pour la suite, bien évidemment. Tout à fait. Alors, bon, ben, on s'est tous les deux positionnés, donc on passe au co-main event. La ceinture intérim poids lourd est en jeu. Aspinall la défend contre Blades. Le champion était à 1,24 hier quand j'ai pris des notes. Il est passé à 1,22, donc l'argent a continué à rentrer sur lui malgré cette cote qui est bien écartée. Blades était à 3,70. Je switch à 3,90 maintenant. Euh, À ces cotes-là, ça représente un 75-25 qui tend vraiment vers le 80-20. Nous, il me semble, hein, quand on a fait notre podcast, on était plutôt d'accord si on devait jouer les 25% de chance d'un Blades qui survito, avec un cardio de Aspinal qui lâche. Donc la question pour moi, c'est est-ce que toi tu restes loin ou tu te positionnes sur l'underdog Ouais. ou alors tu as une cote scénario qui te plaît dans ce Non, combat. non, moi je vais me positionner sur l'underdog, je pense, sur ce combat. C'était mon premier choix. Ouais, Pareil, je vais pas non plus, comment dire ça, t'enflammer sur les unités. m'enflammer, non, du tout. Mais Curtis Blaze, ouais, à 3,90, je vais mettre une demi-unité ou un truc dans le genre. Ouais. Sans trop, enfin voilà, sans trop d'espoir, tu vois, mais je peux voir ce scénario arriver. Mhm. Et ouais, non, ouais, je trouve que la cote de Thomas Spinal, soit tu mets beaucoup dessus, t'es vraiment confiant. Ouais, mais même en mettant 7 unités, ce qui est supposé être le max bet, hein, chez beaucoup de Mm. gens, tu t'en sors pas avec grand chose, Ah quoi. ouais, c'est pour ça. Tu gagnes une unité 20 en risquant 7. Mm. Chez des poids lourds, c'est surtout ça. On l'avait dit, on voit très peu de chemin vers la victoire pour Blades, mais on a déjà été tellement surpris en MMA que Mm. ouais, là c'est peut-être un tout petit peu déconnant, quoi. Alors, elles sont à combien les cotes par finish? Elles sont... Mais moi c'est ça. Moi, je mets un cinquième d'unité, donc 0,2 unité sur Blades après 2,5 rounds. La cote est à 6. Je sais qu'en général, je dis ouais, quand on se place sur le underdog, vaut mieux juste se Ouais, placer sur le underdog parce que s'il gagne et pas dans le scénario que tu as prédit, alors tu regrettes, etc., etc. Mais là, je mets une tellement petite fraction ouais, d'unité t'as raison. que voilà, j'ai envie d'aller un peu plus dans le précis et j'ai vraiment beaucoup plus de mal à voir Blade s'imposer très tôt dans le combat. C'est possible, hein, on a déjà été fort surpris dans plein de trucs comme ça, Ah, mais c'est le voilà. premier combat. Oui, 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 il serait sur une blessure, ce Sur genre de truc, mais blessure. voilà. Si on commence à considérer les possibilités de blessure, alors on se positionne plus jamais, on Non, dit c'est ah ouais, sûr. mais non, mais s'il se blesse. Donc ici, ouais, moi 0,2 et sur Blade dans la deuxième partie du Écoute, combat. c'est pas déconnant, hein, franchement. Parce que, Elle est à 6, quoi, ouais, c'est... moi, je t'avoue que je pourrais, hein, si tu regardes le premier combat, on pourrait avoir un scénario où on a un comment il s'appelle, Spinal. Aspinal
gère un peu mal sa distance comme il l'a fait sur certains combats où il se retrouve assez proche et puis en face un Blaze qui a vraiment bossé sur ses contres, sur les contres de kick et tout et qui envoie une grosse patate des enfers et qui lance une grosse clim, tu vois. Mais Ouais. ce scénario, bon, faut quand même, enfin, j'imagine que Aspinall, bah, il regarde ses combats et il se dit, ouais, c'est pas passé loin, tu vois. Je pense, hein. Aspinall avait fait une interview là où il disait que même si c'était un anonyme sur Twitter qui faisait un commentaire constructif, il allait le lire et le considérer. Il pense qu'il y a du bon à prendre de n'importe quelle remarque. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'auto-analyse beaucoup. Bah ouais, ouais, bah, toute remarque, de toute façon, si tu évalues la remarque en fonction du messager, c'est pas bon, tu vois. Ouais, bon, Évaluer la remarque pour ce qu'elle est et pour sa pertinence. c'est ça. Mm. Ouais, pour Ouais, la t'as raison. pertinence. Maintenant, tu vas plus facilement écouter quelqu'un qui construit moins si le gars est légitime dans la position que quelqu'un euh, qui construit pas du tout et qui est inconnu dans le milieu, tu vois. Qui construit pas du tout. Donc, si t'as Ah, mais là, si t'as deux remarques, la même remarque, quelqu'un qui dit tu combats très mal en garde ouverte. Si ça vient de John Jones, tu vas plus rapidement l'écouter que si ça vient d'un anonyme sur Twitter, tu vois. Par contre, si l'anonyme sur Twitter il dit tu combats mal en garde ouverte parce que il construit, là tu vas beaucoup plus faire t'écoutes attention aucun à la des deux quand il n'y a remarque. pas d'argument. Ah, moi je trouve que tu serais quand même plus attiré d'écouter Oui, mais dans les deux cas, et de dire ok il avait pas envie de développer, mais je vais au moins faire une analyse de comment je combats en garde ouverte. Si John ah Jones me oui, dit sur les qu'en réseaux garde ouverte je suis sociaux, pas terrible, tu peut-être, vois. oui, peut-être, bien sûr. Voilà. Mais bon, il n'empêche que dans les deux cas, si t'as la possibilité d'échanger, tu demanderas pourquoi tu dis Bien ça, tu sûr, vois. Quels sont tes arguments? bien sûr, Si t'as pas la bien sûr, bien sûr. possibilité, tu t'en fous, tu vois. Voilà. Ok, main event. Hop, 3:30, 35:30. Alors, petit rappel d'abord, avec notre lien en description, vous avez un free bet qui va jusqu'à 100 € sur unibet.fr. Main event, c'est aussi sur la chaîne. Hein, le champion était donné favori. Toujours, ça n'a pas bougé. 1,34 contre 2,97 pour Belal. On tourne aux alentours de 70-30 maintenant. Lors de notre analyse la semaine passée, on était à 65-35, ce qui signifie que l'argent rentre sur le champion, Leon Edwards. Je t'avoue que le mouvement de la cote me chauffe du coup moins qu'avant, parce que moi j'étais plus prêt à mettre des unités sur Leon Edwards. Je sais pas ce que toi tu penses de ce combat-ci. Bah, elle me semble logique, hein. Je pense que c'est une cote qui est logique. Moi, je vais tout mettre les underdogs, je pense, sur ce combat. Peut-être pas sur Allen, mais je vais peut-être enlever mon pari sur Allen, mais je pense que je vais mettre sur Belal. Ouais. Grâce à l'évolution de la cote, ou tu avais déjà pensé à ça Non, parce que je me dis que on va avoir une surprise. Il y a quand même la probabilité d'une surprise, elle est assez importante. Euh, la probabilité d'une Ouais, c'est vrai qu'il y a ce contre-performance côté aussi. événement de nuit Ouais, où tu dis, c'est vrai. non, il y a ça. Et puis, bah, tu sais, sur des cotes comme ça qui sont aussi importantes, eh ben, tu en as parlé la dernière fois avec l'anglais, là, qui a signé au PFL, Hughes, là. Là, Ouais, même s'il a gagné, hein, mais tu peux avoir des contre-performances parce qu'en face, le gars sait qu'il est tellement underdog qu'il doit faire le combat parfait et il va se préparer au combat parfait. Et de l'autre côté, on peut avoir un combattant qui sait que ça va être un combat facile, entre guillemets, qu'il a les compétences qui vont lui permettre de l'emporter il se fait surprendre, tu vois. ouais, c'est vrai que il me semblait très très à l'aise dans le premier combat contre Belal Mohamed et peut-être que dans sa tête ça se joue en disant bah Ouais. j'ai vraiment eu facile contre lui la fois passée. S'il n'y avait pas eu le hypo que j'aurais défoncé. Et donc, tu as peut-être un tout petit peu moins faim à l'entraînement. C'est vrai que c'est une théorie qui se C'est tient. une théorie qui se Euh, tient, et encore une fois, pour moi, le premier combat, c'est Belal Mohamed qui fait n'importe quoi, qui part sur une stratégie qui est inefficace. Je pense enfin, j'en suis sûr qu'il en a conscience, tu vois. Il a regardé le combat. Il s'est dit, bah non, ça va pas du tout, je me coince à la cage. J'espère que des coachs vont lui dire, bah, non, tu peux pas fuir son high kick comme ça, tu peux pas foirer autant de takedown quand tu rentres. Euh, et puis tu regardes ce qui fonctionne pas. Donc, il n'empêche que je vois quand même
son adversaire largement favori, mais je pense quand même qu'il y a un monde où Belal survit au premier round et commence à lutter, commence à mettre au sol, réussit à l'emporter dans un combat. 3-4-5, comme on avait 3, 4, dit, c'est 5, une possibilité aussi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais mettre une demi-unité là-dessus. Je trouve que la cote, elle est pas déconnante. Et puis voilà, et puis... Ouais. Moi, je sens que je vais le regretter, hein, mais je pense mettre une unité sur le combat ne va pas à la décision. Alors que tout le monde dit, voilà, c'est deux gars qui sont habitués de la décision. En fait, je crois que Edwards ne cherchera pas à finaliser Belal, mais Belal va absolument tout donner pour la victoire. Puisqu'on en a parlé dans notre analyse, il sait que c'est sa seule chance. S'il perd ce combat, il va devoir gagner de nouveau 5 fois d'affilée avant d'avoir un title shot parce que l'UFC veut pas trop lui donner de title shot. Donc, je crois que si Belal perd les 2 premiers rounds, il va se transformer en mode kill or be killed. Et Edwards reste quand même quelqu'un qui est capable de finaliser quiconque. Belal, on l'a vu quand il a accéléré contre Brady, c'est pas impossible non plus. La cote est à 2,45. Sur le fait que le combat ne va pas à la décision, et je trouve ça assez intéressant sur ce scénario-là, vraiment d'avoir... Il y a plusieurs scénarios, hein. Soit Edwards vient pour le finish et il l'obtient, soit Belal n'arrive pas à prendre les premiers rounds et du coup il vient en mode faut tout donner, quoi. Quitte à me faire éteindre, il faut que je vienne pour l'éteindre aussi, quoi. Et dans ce cas-là, ça peut partir en un finish d'un côté comme de l'autre. Donc j'aime bien le scénario et voilà, la cote à 2,45 me tente suffisamment que pour dire c'est pas improbable que ça se produise. Écoute, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Moi, je vais peut-être rajouter dans le scénario, je rajouterais peut-être un 0,5 quand même sur Edwards par KO, tu vois. Ouais. Je rajouterais peut-être ça. Et il est à combien? À 4. Il est à combien, Edwards? Edwards par KO C'est à 4. beaucoup, 4 quand même, non? Ouais. Ah, c'est clair. Et notamment, du coup, tu mets 2. Notamment vis-à-vis de ce qu'on disait sur l'analyse, où je vois quand même Leon Edwards être techniquement bien meilleur et avoir tout un jeu de fin, une compréhension des déplacements de l'adversaire pour placer un genou, placer une droite, placer un contre. Et puis on a tous vu passer le highlight, le low light de Belal qui se prend que des high kicks. C'est clair. Dans plusieurs combats différents. Donc il y a des ouvertures, clairement. Je pense que je vais faire ça en fait. Ouais. Si ça va à la décision, c'est pas grave. Mais si, au total, ça va à la décision et que Mohamed l'emporte, bon ça passera, tu vois, mais... En gros, là t'es en train de jouer une unité. Ouais. Si Belal l'emporte, t'es gagnant. Ouais. Parce que tu as une demi-unité à 2,97. Et si Edwards gagne par KO, t'es gagnant. Donc en fait, les seuls scénarios où tu perds une unité, c'est Edwards, c'est la décision. Si Edwards gagne par autre chose que par KO. Ouais, qui va à la décision. Soumettre, j'ai du mal à y croire. Décision ou soumission, qui est peu... Ouais, c'est ça. Décision, c'est le plus gros risque, mais bon, après, voilà, hein, il faut prendre des risques. Ah ouais. Sinon, c'est ça. Hein. Sinon, c'est ça. Pas, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Si t'es trop dans ta tête en disant ah ouais non, mais ça c'est trop possible, bah ouais. Après c'est plus fun, quoi. Ok, bon les amis, suivez-nous sur Twitter et Instagram parce que c'est là où on officialise nos paris, nos placements. Juste avant que tu raccroches, il y avait des personnes, enfin, t'es un peu déçu que Mokaef et Manel Cap soient passés en préliminaire. Ah ouais, j'avoue. Et on sait toujours pas pourquoi. Mais attends, ça va être un combat qui va un peu déterminer le prochain challenger ou pas? A priori, oui. Hein. Dans cette division, avec Pantoja, qui déjà dans son run vers le titre était passé par pas mal de contenders, et maintenant en tant que champion, il est presque contraint de réaffronter des gars qu'il a déjà battus. Ouais, la division a faim de nouveaux contenders. Donc le vainqueur ici est en très bonne position, soit pour avoir directement le title shot, soit pour être dans le combat qui définit le prochain. Mais non, ici le prochain devrait l'avoir. Et toi, tu penses, parce qu'on va pas faire l'analyse là-dessus, hein, effectivement, ils sont pas, comme ils sont pas sur la main card. Toi, t'as juste comme ça, tu penses à qui, toi, sur ce combat-là? C'est chaud. Mokaev, il a un truc, mais j'ai l'impression qu'il a aussi un plafond de verre et qu'il a besoin d'une défaite dans sa carrière pour vraiment exploser. Et je me demande si c'est pas le moment. Tu sais que là, ils sont vraiment proches, hein, sur les cotes de Paris. Hein. Mais ouais, il est chaud à prédire ce combat. Et le truc, c'est que par défaut, j'ai pas spécialement confiance dans le jeu de Manel Cap non plus, tu vois.
Sur, sur ses dernières sorties? Je sais pas, son. Sur sa dernière sortie contre Felipe Dos Santos, il est resté bien sur les rails, tu vois. Il a changé Ouais, c'est peu de vrai, c'est trucs. vrai. Euh, C'est vrai, il y a une progression à ce niveau-là, il y a une meilleure prise en main. Ouais, je pense que je me serais peut-être pas positionné sur ce combat, mais j'aurais tendance à pronostiquer un tout petit peu plus Manel Cap. ouais, intéressant, intéressant. Vous nous direz en commentaire, surtout ceux qui ont été un peu déçus par ce truc-là, parce qu'on n'aura pas trop le temps. Sachant en plus que Manel Cap, il a une sacrée défense en lutte, hein. Mais ouais, Il c'est défend ça. très très bien la lutte, il se déplace très très bien. Il aime bien changer de garde. Euh, c'est un gars qui est patient. Ouais. Et comme tu le dis, Mokaev, peut-être qu'il va vouloir un peu prouver. On l'a vu, hein, prendre des risques dans ses combats. Ouais, c'est un combat où je me pose, comme toi, la question si Manel Cap va pas être un peu le plafond de verre, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait quelques combats que je le pense que Mokaev, euh, il va pas avoir son ascension jusqu'au titre. Il va avoir besoin d'un obstacle pour vraiment pouvoir se remettre en question Mm, sur plusieurs éléments de son jeu et revenir plus fort. J'ai aucun doute ouais. là-dessus, mais voilà, je pense que c'est le genre de profil qui a besoin d'une défaite pour vraiment exploser son niveau. Il a tout le potentiel d'avoir la ceinture un jour, mais pour moi, il a besoin d'un revers. Il a déjà eu des alertes dans plusieurs combats, la clé de genou, etc., etc. Mhm. Euh, mais voilà, il y a encore ce petit, ouais, je sais pas, il a pas une lucidité à 100% du temps dans la cage. Il fait quelques petites erreurs. Il est encore jeune dans sa carrière professionnelle, hein, donc c'est pas normal. Mais je pense que ouais, à un moment, il y a quelqu'un qui va savoir capitaliser un peu sur tout ça. Et Manel Cap est un profil intéressant pour Ouais, ça. ouais, ouais. Et après, on va voir aussi sur sa progression, hein, parce que Mokaev, je trouve qu'il a quand même beaucoup progressé en striking. C'est un Ouais. très très bon lutteur, c'est sûr, mais en striking, il fait quand même des gros gros progrès. Et on pourrait avoir un combat plutôt debout aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm, Après, encore une fois, tu vois, on fait des analyses comme ça, on sait pas, ça se trouve, il a vraiment passé un coin dans ce ouais, training camp ouais, ouais. aussi et il va faire une masterclass. Tout est possible, mais voilà, si tu me dis que les codes de Paris sont serrés, ça me semble Mm, juste, mm, en mm, fait. mm. Le combat, pour moi, est très, très serré sur papier. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur ce combat-là, si vous en avez un, si vous connaissez bien les deux combattants et si vous voyez un large favori malgré les codes très serrés. Mm, mm, mm. Voilà. Parfait. Brian, un tout grand merci. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tout le monde.